今日はこっちきです。隣のトトロ。Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 7e épisode de Kazé. Aujourd'hui on va parler de mythologie et bien sûr pas de n'importe quelle mythologie puisqu'il va s'agir de mythologie japonaise. Mon épisode va s'articuler sur un plan en 3 parties. Premièrement je vais vous parler un peu du Kojiki. Donc déjà qu'est-ce que c'est que ce livre, pourquoi je l'ai lu et concrètement à partir de quand il a commencé à être édité, concrètement qu'est-ce qu'il reflète. Ensuite, on va s'intéresser un peu plus à ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, donc tout ce qui est tous les récits, tous les poèmes, toutes les chansons qui sont incluses dans ce Kojiki. Et enfin, en dernière partie, je vais vous parler un petit peu de mon opinion par rapport à toute cette mythologie et surtout par rapport à cet ouvrage précis. Donc si une des 3 parties vous intéresse, eh bien écoutez, je vous laisse suivre. À l'instar de la mythologie grecque, la mythologie japonaise est avant tout un récit de conte oral. Ce n'est qu'en 712 que la cour impériale demandera à Ieda no Are de composer un texte écrit de toutes ces légendes et contes qui circulent et qui se transmettent de japonais en japonais. Cet écrit va s'appeler le Kojiki. Kojiki. Littéralement, le conte des faits anciens, le récit des faits anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Kojiki est écrit à la base en caractère chinois, plutôt utilisé pour leur prononciation, pour leur phonétique, plutôt que pour leur sens. Parce qu'à l'époque, eh bien, le japonais n'était pas encore très développé. Je vous ferai plus tard une vidéo sur la transformation du japonais, parce que si le japonais à l'heure actuelle a 3 alphabets différents, ce n'est pas pour rien. Mais voilà, ça nécessite un sujet à part entière et c'est tellement quelque chose qui m'intéresse que j'en ferai un épisode particulier. Revenons-en donc à notre Kojiki. Pour ma part, je dispose de la traduction de Pierre Vinclair. Donc il faut savoir qu'en France, il n'existe que 2 traductions du Kojiki, parce que c'est un ouvrage qui porte pas mal à bataille, on va dire, à guéguerre. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il y a dans ce Kojiki, notamment en ce qui concerne la naissance du Japon. Donc tout ça je vais vous en parler dans ma deuxième partie. Mais pour le moment je tiens juste à vous dire que moi je vais vous parler d'une des versions, mais qu'il en existe en fait plusieurs. Et que moi je ne dispose que de celle de Pierre Vinclair et de mes petites recherches que j'ai pu faire sur internet. Si jamais vous êtes intéressé par toutes les autres versions, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour voir un petit peu qu'est-ce qui se fait d'autre et qu'est-ce qui s'est traduit d'autre à propos du Kojiki. Premièrement, je vais vous parler de la naissance de la Terre et du Japon dans sa forme la plus édulcorée, si je puis dire ainsi. Au commencement, les dieux vivaient dans une demeure céleste, et la Terre existait mais n'avait pas la forme que l'on lui connaît aujourd'hui. C'était en fait, et je cite le texte, comme une grosse méduse flottant sur la mer. Elle était informe, molle, on n'en discernait pas les contours. Un jour naquit un couple de dieux, Inazaki no Moto et Inazami no Moto. Ils furent choisis par les autres dieux pour descendre sur cette terre et pour en faire quelque chose de solide, quelque chose de tangible, quelque chose de beau. Ce couple de dieux descendirent donc sur terre, armés, ou plutôt avec, une hallebarde divine. Et c'est avec cette hallebarde divine que Inazaki, l'homme du couple, mélangea cette terre informe, cette méduse avec l'eau, et la première terre qui se solidifia, le premier vrai lopin de terre qui se construisit, fut nommé Onogoro, la première île solide. À partir de là, le récit part un petit peu en cacahuète, si je peux dire cela ainsi. Donc si vous voulez savoir la suite, je vais la lire parce que je ne peux tout simplement pas la résumer sans... Enfin, je ne peux pas la résumer quoi. Donc je vais vous lire la version de Pierre Vinclair. Si encore une lecture de ma part ne vous intéresse pas, comme d'habitude, je vous invite à avancer la vidéo. Donc, une fois l'île d'Onogoro créée,
Descendus sur cette île depuis le ciel, ils s'attelèrent à l'érection de l'auguste pilier céleste. Ils dressèrent un palais haut de 8 fois son pied, et l'engageant questionna ainsi l'engageante. L'engageant, c'est Inazaki no Moto, et l'engageante, c'est Inazami no Moto. Ils n'ont pas le même nom, c'est un choix de l'auteur. Il lui demanda « Comment est fait ton corps ?» Incontinent, elle répondit « Mon corps est parfaitement développé, sauf à un endroit bizarrement atrophié. » Et l'engageant dit « Quant au mien, il est parfaitement développé, sauf à un endroit bizarrement hypertrophié. Il me faut enfoncer cette protubérance en ton trou, et de cette union, à mon avis, naîtront les provinces terrestres. Qu'en penses-tu » Et elle dit « Cela me semble bien. » Alors il dit « Si c'est ainsi, engageons-nous donc à tourner autour de ce pilier céleste, et nous copulerons. » Et ils en firent le serment. Il continua ainsi. Toi, tu tourneras par la droite, moi par la gauche. Ils commencèrent la rotation et l'engageante déclara « Qu'il est bien fait ?» L'engageant alors déclara « Qu'elle est bien faite ?» Après que chacun eut parlé, l'engageant protesta « La femme ne doit pas parler la première. » Ils copulèrent malgré tout et eurent un fils qu'ils nommèrent la sangsue, et qu'ils abandonnèrent, le laissant dériver au bord d'un radeau de bambou. Après quoi ils donnèrent naissance à l'île Écume, qui, de même, n'est pas reconnu comme un de leurs enfants. Alors vous voyez, le Kojiki, c'est plein de récits comme ça, et forcément, c'est pas abordable pour tout le monde. Là encore, ce que je vous ai lu, c'est une histoire. Mais, écoutez, je vais vous trouver un passage, et je vais vous lire un passage, où on parle des descendances. Et là, il faut s'accrocher à son slip, mais vraiment, parce qu'il y a parfois 5 pages de descendance. Je vous montre ça tout de suite. Après elle, lorsque l'engageant et l'engageante se furent retournés, ils donnèrent naissance à l'île enfant située dans le Chanceux, qu'on appelle aussi jeune courageux de la direction du soleil. Puis à l'île Haricot Rouge, qu'on appelle aussi grande princesse du battant qui cloche. Puis à l'île Grande, qu'on appelle aussi l'île de frêle adulte. Après quoi, ils donnèrent naissance à l'île Princesse, qu'on appelle aussi Racine du ciel, puis à l'île Proche, qu'on appelle Grand homme des cieux. Enfin, ils donnèrent naissance à l'île des Jumeaux, autrement appelée Double maison du ciel. Lorsqu'ils eurent fini de donner naissance au territoire, l'engageante et l'engageant commencèrent à enfanter les supérieurs. Ainsi se nomment-ils, dans l'ordre de leur naissance. D'abord, grande et grande chose, puis prince de la terre rocheuse, puis princesse du nid rocheux, puis jeune du soleil sous la grande porte, puis souffle céleste, puis prince de la grande maison, puis grande de la jeunesse du souffle du vent. Je ne vais pas tous vous les faire parce que vous avez compris l'idée, mais j'ai commencé ici à vous raconter les descendances, et tout là, c'est encore des descendances. Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai parfois sauté des passages de descendances parce que de toute façon, voilà, les descendances s'arrêtent à la page suivante, elles s'arrêtent là. Parce que parfois c'est impossible, parce que comme vous l'avez remarqué, ils ont tous 2 noms, déjà, pour commencer, donc ça facilite vachement la chose. Et c'est pas possible, de toute façon on les retient même pas, on n'en reparle jamais. Donc voilà, si jamais vous décidez de le lire, n'ayez aucun scrupule à sauter ces passages-là, ou du moins à les lire en diagonale, comme je dis, parce qu'ils vont pas être très nécessaires pour la suite du récit. Bien que certaines divinités peuvent être allègrement sautées pendant que vous lisez le récit, il y en a certaines qu'il faut absolument connaître. Ce sont les principaux kami, donc les kami sont les divinités japonaises et les divinités issues du shintoïsme. Ces principaux kami sont déjà Inazami no Moto, qu'on appelle plus couramment Inazami tout court, qui est la première femme. Nous avons ensuite Inazaki, qui est lui le premier homme. S'ensuit Amaterasu, la déesse du soleil. Hachiman, le dieu de la guerre. Omyokane, la déesse de la guerre. La déesse de la sagesse, pardon. Je vais me faire gronder. Omyogane, la déesse de la sagesse. Tsukuyomi, la déesse de la lune. Susanoo, le dieu des mers et de la tempête. Inari, le dieu du riz. Très important. Sarutahiko, le dieu de la terre. Ame no Uzume, la déesse de la gaieté. Ryujin, le dieu dragon de la mer et des éclairs. Et enfin, Shinigami, très très connu, le dieu de la mort. Normalement, Shinigami est une personne et pas un nom générique. Donc quand on dit c'est un Shinigami, non, Shinigami est une personne. C'est comme si vous disiez c'est un... comment? C'est un Zeus. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça, même dans les animés. Voilà, c'était mon petit coup de gueule personnel. Donc s'il y a des noms à retenir, c'est bien ceux-là.
Je les ai pas inventés et je les ai pas listés par un choix personnel. Je les ai trouvés sur Wikipédia et sur d'autres sites. Je ne me contente jamais de Wikipédia. C'est juste pour vous dire que si vous voulez retrouver la liste, c'est la liste de Wikipédia qui est à la fin de la page. Par contre, ne lisez pas trop ce qui concerne le Kojiki, c'est pas terrible. Par contre, la liste des dieux, elle est juste. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les revoir, à aller y faire un tour. Je me permets de m'éloigner un peu du Kojiki pour vous parler d'un film d'animation du studio Ghibli. Donc non pas un film de Miyazaki, mais un film de Takahata si je ne me trompe pas. C'est Takahata, c'est Pom-Poko. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est un film d'animation très lié à tout ce qui y est religion du Japon et l'attachement du Japon à sa nature. Pourquoi j'en parle ? Parce que ce film présente deux divinités extrêmement importantes au Japon, les tanuki, que nous appellerons chez nous ratons laveurs, et les kitsune, les renards. Vraiment, prenez le temps de le regarder, il est super. Bien sûr, comme je l'écris toujours sur mes DVD, c'est un film de 94, donc c'est pas les plus grands effets spéciaux, les plus beaux dessins, mais vraiment, vous prenez en pleine tronche pas mal de culture traditionnelle japonaise. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que forcément il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, il y a des choses que je n'ai pas compris la première fois, pourquoi par exemple les tanuki se servent de leurs testicules pour tuer les humains. Alors je pensais jamais avoir à dire un truc comme ça sur YouTube, mais voilà, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi ? Pourquoi se battent-ils avec leurs testicules? Pourquoi le tapis du grand maître est en fait ses testicules? Ce sont des vraies questions. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce film d'animation, n'hésitez pas à me les poser parce que comme vous le voyez, je m'en suis posé moi aussi énormément et j'ai maintenant les réponses. Donc du coup n'hésitez pas. Pourquoi les tanuki ont de si grosses testicules et pourquoi peuvent-ils faire ce qu'ils veulent avec? Parce que les tanuki sont signes de fertilité. Donc ils ont les bourses bien pleines. Vive le Japon. Voilà, pourquoi le kitsune est quelqu'un de perfide et de rusé? Parce que c'est un renard ma foi et parce que c'est une divinité qui inclut bien plus que ça. Donc si tout ça vous intéresse et que vous voulez approfondir les divinités animales de la forêt au Japon, regardez Pom-Poko, c'est vraiment super et il y a un humour extrêmement... qui en fait ne ferait pas rire les japonais mais pour nous occidentaux c'est très drôle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Pom-Poko. On touche donc à la fin de cet épisode et on va en venir à mon avis sur ce livre. Pas mon avis sur ce qu'il raconte mais mon avis sur ma lecture, comment s'est passée ma lecture, comment se sont passées mes recherches. J'ai énormément apprécié de lire le Kojiki, mais il y a plein de choses que je n'ai pas comprises. Je me suis retrouvée un peu en porte-à-faux plusieurs fois devant, j'ai cru comprendre les choses et ce n'était pas ça. Parce que c'est tellement japonais que je pense que quelqu'un qui n'est pas japonais ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre de façon innée, ne peut pas comprendre sans faire des recherches. J'ai fait énormément de recherches et encore maintenant je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est pour ça que je ne me permets pas de vous raconter beaucoup plus de choses. Je me suis contentée de vous dire ce dont j'étais sûre et ce dont... j'étais sûre, ce que j'avais lu, ce que j'avais compris. Après voilà, ça a été hyper intéressant de le lire, forcément. Et je pense que je le relirai dans quelques années, quand j'aurai sûrement plus de culture japonaise imprégnée en moi. Après, je vous avais dit que je parlerais un peu du shintoïsme, mais j'en ai tellement peu parlé pour pas dire pas, que du coup je ferai une vidéo sur le shintoïsme. Comme ça ce sera plus simple. Parce que là aussi il y a tellement de choses à faire et ça demande de ma part tellement de recherches pour ne pas dire de bêtises. Voilà, je ferai des recherches précises, approfondies, pour être certaine comme d'habitude de vous donner des informations vraies. Et voilà, pour pas vous apprendre n'importe quoi parce que c'est pas du tout le but de cette chaîne. Que dire de plus? Comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à partir de maintenant dans mes vidéos longues, pas forcément dans mes vlogs, je verrai si je l'inclus dans les vlogs, je vais changer un petit peu le format et je vais en fait vous proposer de vous imprégner un peu de la langue et de l'écriture japonaise puisque à la fin de chaque vidéo il y aura le kanji du jour. Donc le kanji c'est un signe chinois que les japonais utilisent et ne prononcent pas à la façon chinoise et le kanji d'aujourd'hui est donc Kojiki. Donc voilà, je vais vous proposer ça maintenant à la fin de mes vidéos, je pense que ça peut être sympa et ludique pour emmagasiner un peu quelques kanji. Et puis sinon voilà, une information hyper importante que je viens de lire et ce n'est pas un poisson d'avril en retard ou une bêtise. Les japonais sont en train de voter le passage de Kyoto, et non pas Tokyo, Kyoto en tant que capitale.
Tokyo pourrait ne plus être la capitale du Japon. Ils sont en train de faire énormément d'aménagements, ce n'est pas une blague, je l'ai lu sur un site très sérieux, c'était le New York Times. Donc c'est pas une connerie, vraiment. Je l'ai lu sur ça et sur Nippon Connection qui est aussi un truc super sérieux. Et donc voilà, Kyoto pourrait devenir la nouvelle capitale du Japon. C'est en train de se décider, ils sont en train de voir s'il y a les aménagements nécessaires en termes de bus, de tram, en termes de bâtiments qui pourraient loger les chefs d'État du Japon. Donc voilà, je vous en dirai plus quand ce sera confirmé, parce que c'est pas forcément pour tout de suite. Mais c'est en train de se décider, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est pas tous les jours qu'un pays aussi développé, dans le sens qui a déjà toutes ses infrastructures, qui a déjà un système politique propre, enfin un pays développé quoi, décide de changer sa capitale. C'est pas tous les jours que ça arrive et en plus ça se passe au Japon. Donc je vous tiendrai informé de ça. Autrement, eh bien cet épisode est terminé. Que dire de plus? Ben, vivement le prochain parce que je prends toujours autant de plaisir à les faire. Il y en a plusieurs là, vraiment, passé un temps j'avais un petit manque d'idées, je savais plus trop de quoi vous parler, mais là j'ai plein de trucs. Bah déjà le shintoïsme comme je vous ai dit, je vais sûrement faire un cours de japonais aussi. Il y a plein de choses qui fourmillent, il y a plein de choses qui se font, donc c'est vraiment un sujet super vivant et c'est génial quoi. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent depuis le début et pour ceux qui arrivent, merci. J'espère vous donner autant de plaisir que moi j'en prends. Et je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et continuez à vous intéresser au Japon.